Donc bonsoir, et comme promis, une petite vidéo sur le jeu Space Invaders que j'avais fait à la suite du défi de Braise, sur la chaîne de Braise, Braise des Enfers. Je mettrai le lien de sa chaîne en description, et n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou et mettre un petit pouce bleu. Et ici, ce que je voulais, c'était un peu plus expliquer la manière dont le jeu a été fait. Donc, vous savez probablement des images. Et je vous avais expliqué sur le coup que c'est Dali qui m'avait aidé à créer les images. Et en effet, donc moi j'étais parti d'un Space Invader, entre guillemets, que j'avais essayé de bricoler moi-même. Donc là on a une espèce de ragondin bigleux. Là on a une espèce de génie. Enfin bon bref, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas vraiment très très brillant. Et donc Dali, à partir de ça, il m'a construit un truc comme ça. Donc voilà, parce qu'il y a quand même une autre tête. Et alors je sais pas pourquoi il a transformé les tirs des méchants en feuilles. Voilà. Bon, ça, j'ai pas. Enfin bon voilà. Donc moi je me suis pas foulé évidemment. Hein, j'ai pas essayé de remodifier le dessin parce que étant pas très bon en pixel art, je me suis dit je vais utiliser ce que j'ai. Et donc par rapport à la dernière fois, j'ai réduit la taille des sprites pour en avoir un peu plus sur l'écran. Donc j'ai mis l'activation de la descente des méchants. Hein. Donc si on regarde ici ce que ça peut donner. Voilà, donc j'ai les petits méchants qui me tirent dessus. Et il y en a un peu plus. Bon, ils sont un petit peu plus fins. Et je vais pouvoir moi aussi commencer à tirer dans le tas. Voilà. Alors, donc j'ai bien le score qui s'affiche. J'ai quand même l'explosion. Ça on avait déjà avant. Et le but ici c'est de passer entre les tirs. Bon ici c'est assez facile parce que les tirs sont très lents. Mais voilà, par exemple, quand j'ai des petits monstres là, ceux qui sont tout au-dessus, hein, ce que j'appelle les sirenas, ils ont un tir plus rapide. Alors la boucle de tir, je me suis pas trop foulé. En fait, je sélectionne simplement parmi les monstres qui sont pas morts ceux qui peuvent tirer. Et parmi ceux qui peuvent tirer, je regarde toujours qu'il n'y a pas un monstre juste en dessous. Parce que s'il y a un monstre en dessous, il va lui tirer dessus, donc c'est pas le but. Et donc, au fur et à mesure, on peut essayer de les dégommer sans se faire soi-même dégommer. Oui, alors le nombre de vies pour l'instant est assez limité parce que bon, le jeu il n'est pas fini, hein, mais bon voilà, il manque les bunkers, il manque un certain nombre de choses. Bon, après, je vous avouerai que mon but n'est pas de me spécialiser dans la création de Space Invaders, hein, c'est pas forcément le point. Mais je trouve que pour démarrer la programmation en C, surtout avec la SDL, c'est un chouette début. Alors on remarquera ici aussi qu'il y a enfin moi je trouve que c'est un peu gênant, j'ai pas utilisé de surface flippée. Donc même si ça reste relativement fluide, je pense qu'il y avait quand même moyen d'améliorer un petit peu le résultat. Bon, alors je sais pas si je vais arriver au niveau 2 parce que ça s'accélère pas, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais ça devient quand même de plus en plus tricky parce que fatalement, comme ils sont plus proches du sol, euh, les tirs sont un peu moins longs avant de me tomber dessus, ce qui est assez gênant. Que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Mais bon, alors normalement, ça sera pas trop méchant parce que voilà, donne-moi. Ils n'arrêtent pas de me tirer dessus, hein, c'est un peu pénible quand même. Wow! Wow! Ils vont se calmer. Même que ah oui, évidemment, là j'ai libéré les sirénas, donc je vais m'en prendre plein la figure. Magnifique. Magnifique. Oh, c'est pas possible. J'aurais pas dû les libérer, j'aurais dû tuer d'abord l'autre qui est là. Donc il faut essayer de passer entre les tirs. C'est pas vrai, je vais me faire avoir. Se faire flinguer à son propre jeu, c'est quand même un peu bête. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Il y a peut-être moyen, peut-être. Ouais, peut-être. On va passer au niveau suivant, ça serait sympa. Hein, non. Bon, voilà, hop. Ouais, bon, j'ai plus que les sirénas, ça c'est peut-être pas du perfuté. Oui, alors je vais vous expliquer après, chaque petit monstre a un nom, c'est pas pour rien.
parce qu'il fallait... Et voilà, je l'ai dégommé. Ici, je sais pas si ça va marcher. Oh, ça commence mal. Ouais, ils vont un peu plus vite, évidemment, en fonction des niveaux. Donc là, je ne pense pas que je vais survivre extrêmement longtemps. Surtout si je libère des sirènes. Évidemment, comme j'ai qu'une vie, là, je me débrouille encore quand même. Mais donc, je vous ai dit, le jeu, c'est un essai. Donc, on n'est pas dans... Mon Dieu, il a tiré dans le tas. Wow. Donc là, les tirs vont un tout petit peu plus vite, comme on peut le constater. Et les tirs des Sirenas, ça doit être une abomination, parce qu'ils vont aller encore beaucoup plus vite. Donc voilà, il y en a qui... Ouais, bon, voilà. Évidemment, elle se met à me tirer dessus, quel joyeux... Et voilà, et c'est la fin du jeu. J'ai fait combien? 17 700 quand même, pas mal. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer à l'explication rapide du petit jeu, comme je l'avais promis. Donc ici, je suis reparti du jeu du Game of the Chimp, donc le jeu du chimpanzé, le petit jeu du singe. Et j'ai repris exactement le même canevas. Donc ici, évidemment, on a des petits détails supplémentaires qui sont liés à la gestion des monstres. Ben oui, comme on a pas mal de monstres alignés, j'ai dû créer un type de données en C pour localiser chacun des monstres, et donc je fais un tableau à partir du type monster. La structure Active Monster en fait est une liste chaînée qui permet en fait de lister les monstres encore actifs qui peuvent tirer, en fonction des critères que j'ai donnés tout à l'heure. Le Monster Tier Tag, c'était Monster Tier, ça c'est simplement la structure qui permet d'identifier les tirs liés au monstre, puisqu'on peut en avoir un certain nombre. Alors ici, si on regarde dans les variables globales, c'est assez amusant. Le nombre de monstres, ici, je peux le changer. Donc si je remplace 14 par 10, par exemple, ou par 2, ça va limiter le nombre de monstres. Le max de tir alloué, donc 10 monstres qui peuvent tirer. Donc si je le mets à 2, j'aurai chaque fois que 2 monstres qui tireront. Si je le mets à 20, j'en aurai beaucoup plus. Et donc le max de monstres, c'est sur une ligne, sur une row. Donc il y en a 4, donc ça fait, dans ce cas-ci, 40 plus 24. 40 plus 16, ça fait 56 monstres au total. Voilà. Ici, donc j'initialise les sprites de mes petits monstres. J'initialise le tableau de monstres. Alors dans chaque row, en fait, on a des monstres correspondants. Donc on a les sirenas dans la row du dessus, les sconces dans la row juste en dessous, puis les flappies qui ressemblent à des oiseaux, puis les phillies qui ressemblent à des petits chats. Donc voilà, je trouvais ça amusant de leur donner des noms, et ça facilitait la façon de programmer. Bon, ici ce sont toutes des variables utilisées dans le programme, notamment pour le statut de tir. Ça c'est le tir du vaisseau, donc c'est votre tir à vous. Le sens dans lequel les monstres se déplacent, donc s'ils vont trop sur la droite, ils vont dans l'autre sens, donc on inverse simplement l'état de cette variable. Le cure level il n'est pas utilisé, j'ai utilisé diff level pour niveau de difficulté, j'aurais pu utiliser celui-là. Le score, le high score, la vie, bon ça c'est connu. Et ici l'identification des sprites sur l'écran, donc avec chaque fois un screen ratio, parce que fatalement au départ j'avais des gros sprites. Je pense que c'était assez visible, ça. Je ne sais plus où j'étais dans ce système. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais j'ai simplement divisé par 2 la taille des sprites, et donc le screen ratio est divisé par 2 aussi. Donc si je divisais par 4 la taille des sprites, il suffirait de diviser le screen ratio par 4 aussi. Et ça me permet de garder un affichage, ou en tout cas d'initialiser mes sprites de manière correcte. Bon, ça, ce sont des fonctions qui permettent de gérer la liste chaînée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Une liste chaînée, c'est simplement un tableau dynamique. Dans un tableau, vous mettez le nombre de monstres que vous avez. Par exemple, vous en mettez 14. Vous ne pouvez pas aller plus loin que 14. Vous pouvez en mettre moins, ça c'est pas grave, mais en mettre plus, ça va bloquer le tableau. Une structure dynamique, une liste chaînée, ou liste liée, linked list, vous ne savez pas combien vous avez d'éléments. Alors ça c'est un jeu habituel, quand on apprend les pointeurs, on sait, on crée une liste chaînée. Ici c'est très pratique parce que bon, je ne sais jamais
J'aurais pu mettre un nombre maximal de monstres actifs, mais je me suis un peu amusé. Je me suis dit, bon, comme c'est dynamique, je sais pas combien peuvent tirer, bah, je vais mettre une liste liée. Et je choisirai au hasard parmi la liste liée 4 monstres qui vont pouvoir tirer. Voilà. Donc c'est comme ça, enfin, ou 10 monstres qui vont pouvoir tirer. Ça dépend du nombre de monstres que j'ai affectés. D'accord, c'était un peu ça l'idée. Et ça, c'est la fameuse fonction retrieve random colon qui va aller chercher, à travers le nombre de monstres actifs, un nombre au hasard de ceux qui vont pouvoir tirer. Je rentre pas dans les détails. Suffit d'aller voir dans les vidéos explicatives du C, je sais plus, c'était la Codeur Dojo 8 ou 9, je ne sais plus, qui expliquait comment fabriquer une liste chaînée. Donc voilà, je ne vais pas faire comme certains. J'aime pas de référencer mes vidéos, mais enfin bon, comme elles sont gratuites, je ne pose pas vraiment de gros problèmes. Et donc ici, ben voilà, on va choisir les monstres qui peuvent tirer et qui peuvent être mis dans la liste des monstres actifs, hein, des active monsters, parmi laquelle on va pouvoir aller chercher des monstres qui vont être en train de tirer. Et donc c'est les conditions que j'ai expliquées. Bah, si je suis dans la colonne des Sirena, donc le type 1, bah, s'il y a un sconce actif en dessous, s'il y a un flappy ou quoi que ce soit d'autre en dessous, bah, elle ne va pas tirer simplement pour pas tirer sur ses copains. C'est un peu ça l'idée. Voilà, bon, je rentre pas trop dans le détail ici. Donc voilà, on en sélectionne un et on le fait tirer. On détruit ensuite la liste des monstres actifs parce qu'on va simplement la recréer à chaque tour, pour chaque fois choisir le monstre qui va tirer. Si le tir atteint le bas, eh bien le tir atteint le bas, ça veut dire que le tir est détruit. Donc on initialise simplement à nul le monstre qui est représenté par le tir et donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc comme ça il est désactivé. Initialize case, donc c'est pour le keyboard, hein, donc ça c'était une explication, c'est dans une des vidéos sur le jeu du singe, où j'expliquais que quand on appuie sur une touche, bah, évidemment le message d'appui de touche est lancé, par contre si on laisse son doigt dessus, le message n'est plus lancé. Et donc pour lui, il ne mémorise pas. Donc il faut attendre qu'on relâche la touche, qu'on réappuie dessus pour qu'il ait à nouveau un message qui indique que la touche a été enfoncée. Quand on utilise cette structure KS, eh bien en fait on garde un effet de mémoire. Donc en gros, dès que j'appuie sur la touche, quand elle passe en key down, le statut de la touche pressée reste à l'état key down. Et donc je vais plutôt analyser sur ce statut plutôt que sur la touche elle-même. Par exemple, si je vais à droite ou à gauche, le fait d'enfoncer la touche à droite, il ira tout le temps à droite, je ne vais pas devoir enfoncer, relâcher, enfoncer, relâcher. Par contre, pour la barre de tir, là je ne vais pas l'utiliser. On verra plus bas. L'initialisation des sprites, ça c'est une fonction intermédiaire qui est utilisée pour justement créer le tableau de sprites, hein, donc créer la liste des monstres. Dans ce cas-ci, les monstres sont des sprites parce qu'on verra qu'on a défini une transparence. Et donc on initialise la fameuse structure monstre avec ses coordonnées XY, le statut du monstre, le type de monstre. Donc si le statut c'est comment il apparaît, si il est d'une couleur ou d'une autre couleur. Son type, si c'est une sirena, si c'est un sconce, si c'est un flappy, si c'est un félise. Le fait qu'il est actif, et par exemple le fait qu'il est en train de tirer. Si le monstre est en train de tirer, on ne va pas le sélectionner pour tirer. Ça, il peut tirer qu'une seule balle, enfin qu'une seule feuille dans ce cas-ci, à la fois. Là on définit les coordonnées du joueur, en X et en Y. Bon, c'est pas terrible, mais enfin voilà. Donc là on fait des initialisations diverses. L'affichage du monstre, suivant le type de monstre que j'aurai, j'afficherai un sprite en fonction de son costume. Suivant le statut que j'aurai, ça c'est aussi intéressant, par exemple si le monstre est en train d'exploser, j'aurai des statuts à 3, 4, ça veut dire que le monstre est en train d'exploser, et là je mettrai un affichage différent, donc le feu, le lapin de Pâques enflammé, etc. C'est ce qui donne en fait la petite animation d'explosion quand il explose. Et ici, je détecterai que s'il ne reste plus qu'un seul, enfin s'il ne reste plus de monstre en réalité, je passe au niveau suivant. Affichage des ennemis, j'appelle simplement la fameuse fonction display monstre pour chaque niveau.
pour les Sirenas, les Sconces, les Flappy, les Félix. J'aurais pu faire un tableau de tableau, enfin bon là j'étais un peu fainéant. Le déplacement de l'ennemi, bah, c'est pas compliqué, il va dans un sens puis dans l'autre, hein, voilà. Et ici, systématiquement, si là je vais simplement changer le costume, et je vais aussi détecter que, comment dire, donc voilà, je détecte sur le premier Sirena, donc s'il dépasse une certaine valeur, ben, s'il va trop à droite, on change de sens, s'il va trop à gauche, on change de sens. C'est un peu ça que ça dit ici. Et si jamais il touche, si jamais les monstres arrivent au niveau du vaisseau, ben c'est game over. Alors ici on check si on a dans la liste des tirs de monstres, si on en a défini 10 par exemple, si on a des monstres qui ont... Si on a des tirs qui sont arrivés en bout de course, hein, on a vu que le monster était mis à nul dans ce cas-là, si on touche le bottom. Donc ici, si on a un qui est à nul, eh ben, on va faire un choose monster fire, donc on va rechoisir à nouveau un monstre dans la liste pour qu'il puisse tirer. Et ici, on va simplement, bah oui, faire le petit déplacement du tir. C'est-à-dire que pour les monstres classiques, il va se déplacer de 4 vers le bas. Pour les Sirenas, il va se déplacer de 8 vers le bas et je multiplie par le niveau de difficulté. Donc si je passe à 2, ben, ça sera 8 et 16. Ce qui explique que c'est pratiquement injouable. Alors si le tir arrive au bout, ben, déjà il faut initialiser le fameux monster à nul pour pouvoir redéfinir un nouveau tir, mais il faut aussi l'effacer. Et s'il n'est pas au bout, ben, il faut afficher l'image de la feuille. Voilà. Donc ça c'est un peu... Si le monstre parvient à toucher le joueur, si le tir, pardon, touche le joueur, bah, on est aussi dans un statut game over. On réaffiche, et à ce moment-là, donc ça c'est la boucle de déplacement des ennemis, de test de collision, et d'affichage vraiment de l'ennemi en fonction de la couleur, donc de sa couleur d'animation, il y en a deux, hein, il apparaît d'une couleur puis d'une autre, ou en fonction de l'explosion. Create, c'est ce qui permet de créer la fameuse fenêtre. Je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, c'était expliqué dans le jeu du singe. Display text, même chose, c'était expliqué dans le jeu du singe. La gestion du statut game over, c'était expliqué dans le jeu du singe. Next level, c'est la même chose. Init scene, bah, ici il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de la scène, étant donné qu'il n'y a pas de scène, il n'y a que des sprites. Ceux des monstres et ceux du joueur et ceux des tirs. Donc là, je n'ai pas de map à dessiner, j'ai pas de tableau global comme j'avais dans le jeu du singe. Déplacement du vaisseau, bon, pas grand chose à dire non plus, hein, c'est lié au screen ratio. Et si je dépasse, donc le screen ratio c'est vraiment la taille des sprites, et si je dépasse 934, bah, je reste au bout de l'écran, et si j'arrive en dessous de 0, je reste à 0. Je teste la collision du tir avec un monstre, voilà, donc s'il est collidé, il va exploser. L'update game, bon, bah, c'est un peu classique, hein. Donc on a un délai de 30, ça c'est simplement pour le faire avancer de 4 pixels toutes les 30 millisecondes, hein, pour éviter justement un effet de rapidité trop puissant, parce que le C est quand même un langage extrêmement rapide, hein. C'est un langage compilé, donc il sort carrément du langage machine, donc sur un bon processeur, ça peut quand même donner des effets assez impressionnants si on ne met pas justement ce fameux délai. Alors on peut compenser ça soit en mettant un délai, comme je le fais ici, hein, ou soit simplement en considérant que le déplacement en pixels est en réalité une vitesse, donc on va le multiplier par 30 et le diviser par 1000 par exemple, ce qui permet de donner un incrément de vitesse. Ça revient exactement au même, hein, que je découpe le temps ou que simplement je m'arrange pour que quand je multiplie ou multiplier le déplacement du vaisseau par un nombre beaucoup plus petit que 1, ça revient à peu près à la même chose. Okay, physiquement, c'est une interprétation différente, mais ça donne exactement le même résultat. Donc voilà, ici on est sur les mêmes choses, hein, on est sur la copie donc la création de la scène, qui est un écran noir dans ce cas-ci, le déplacement du vaisseau, le déplacement des ennemis, en fonction du statut de tir, bah oui, on va regarder évidemment si on a fait une collision avec un monstre. Si oui, on ajoute le score à 100 points. On regarde si le tir est arrivé au-dessus. Bah, si le tir est arrivé au-dessus, bah, il faut simplement l'effacer. Sinon, il faut l'afficher, puis il faut afficher le joueur, et puis on affiche les différents éléments, le score, le high score, le nombre de vies.
Ce qui se passe quand on est mort, ça je ne l'ai pas encore implémenté. L'update des statuts, bah, on a vu dans le jeu du singe en long et en large qu'un jeu était une boucle infinie sur un automate à état fini. Et donc c'est ici, dans l'update status, qu'on va implémenter les différents statuts de l'automate. Et enfin la fonction main qui va simplement créer ce qu'on appelle en gros la message pump. C'est-à-dire que cette fonction bah, va faire les initialisations classiques, lancer l'update status et commencer à analyser les différentes touches qui sont appuyées et mettre dans la structure KS le statut de la touche pour le garder en mémoire. Et on voit ici, par exemple, pour le tir, quand je presse la touche tir, bah, je change même pas son statut, je dis simplement que le statut de tir est à 1 et je ne peux pas tirer avant l'événement suivant. Et si je suis déjà dans un statut de tir égal 1, si je réappuie, bah, il ne fera rien. C'est ce qu'il fait ici. Hein. Donc si le statut de tir est égal à 0, il le passe à 1. Et il met simplement la position du vaisseau pour lancer le tir. Et une fois que le tir arrive au-dessus, eh bien, on se rend compte que le statut de tir doit passer à 0 et permet de retirer une seconde fois. Voilà, après, bah, quand on sort de la boucle, on détruit, on sort, et puis voilà. Ça, c'est de la programmation C tout à fait classique. Il n'y a rien de très transcendant là-dedans. Par contre, ce qui est intéressant de montrer ici, c'est que bon, j'ai recréé un template vide à partir du jeu, enfin à partir des deux jeux. Et donc cette structure, bah, comme le jeu hein, sera disponible est disponible sur mon GitHub, et ici j'ai mis quelques commentaires, etc. Et vous avez déjà les différents éléments utilisés par le jeu. La structure KS, l'initialisation des levels, l'affichage des ennemis, le déplacement des ennemis. Donc tout ça, et évidemment, il faut compléter par vous-même en fonction du jeu que vous faites. Mais il y a déjà toute une série de choses qui sont prédéfinies. La fonction create du window, donc l'initialisation de la SDL, des caractères, etc. Bon, tout ça, c'est déjà prêt. Alors ici, bah, par exemple, il faudra charger votre surface. Il faudra définir une chroma key si vous voulez des sprites et définir une transparence. Mais la plupart des trucs sont déjà prévus. Destruction, affichage des textes, on l'avait déjà vu. Update game over, donc c'est déjà prévu. Choose level, c'est déjà prévu. Voilà. Le déplacement du joueur est prévu. Les collisions, bah, c'est prévu, mais il faut les remplir. Hein. Il faut remplir évidemment ce que ça fait vous-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, l'automate et les états de l'automate sont déjà prévus. Hein, il faut juste décocher ici, ça c'est l'automate. Mais ces états sont déjà prévus. La boucle de jeu est déjà prévue. Pratiquement tout est déjà là. Donc ça vous donne gratos 434 lignes de code. Alors bah, si je regarde dans le jeu, au total, j'ai quoi bon, j'ai un peu plus de lignes de code, évidemment, j'en ai presque 800. Mais il faut savoir que j'ai une liste liée et une gestion de liste liée. Et bon, c'est quand même un Space Invader. Mais enfin, si vous regardez... donc c'est pas forcément, même si ça a l'air très bête, c'est pas forcément le jeu le plus facile à créer. Mais si on regarde, voilà, il y a quand même déjà une bonne partie du code qui est là, on a déjà un template qui est là. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu la programmation orientée objet, bah, ça fait quand même penser à une espèce de framework. Hein. En général, en orienté objet, en C++ par exemple, en Java, en Delphi, même en JavaScript, en C Sharp. On va plutôt travailler avec des frameworks, c'est-à-dire on va déjà travailler avec des classes prédéfinies qui s'appellent déjà elles-mêmes. Hein. Ici, ce sont des fonctions qui s'appellent, mais là, ce sont des classes qui peuvent déjà fonctionner elles-mêmes indépendamment les unes des autres. Et donc, ce qu'on va faire, on va simplement redévelopper autour de ces classes existantes dans le cas du framework. Et on va par exemple créer une classe phi par rapport à une classe de base qui va implémenter des comportements plus spécifiques, mais qui sera étant lié à la classe de base, va participer au framework comme n'importe quelle autre classe. Hein. Un exemple, c'est les fenêtres en Windows. Hein. Une fenêtre, c'est une classe. Et en fait, ce qui se passe, vous, dans votre fenêtre à vous redéfinissez les comportements spécifiques à votre fenêtre. Mais dès que la fenêtre est considérée, est initialisée, est créée et est mise dans le frame manager, ou dans le window manager, automatiquement, elle bénéficie par exemple de l'appui sur la croix, de l'agrandissement, de la minimisation, de la pompe des messages, etc. C'est un exemple vraiment de programmation orientée objet. Microsoft avait fait ça avec la MFC par exemple, mais on peut retrouver ça dans GNOME, dans KDE, etc.
Ici, c'est pas le cas, on travaille vraiment avec la SDL, et comme la SDL est écrite en C, je me suis pas foulé, j'ai fait un template en pur C. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui pourraient s'amuser à faire des choses un peu différemment. Et donc ce template, bah, vous pouvez l'utiliser pour faire vos propres jeux. Alors un dernier mot aussi par rapport au petit jeu, si je puis dire. Hein. Donc le template, il est là déjà. Enfin bref. Ce qui est intéressant de voir dans le jeu, c'est que je conseillerais plutôt d'essayer de le recompiler. J'avais donné dans la vidéo Codeur de Jovint la manière d'installer les outils GNU et donc d'installer un compilateur C sur un Windows en utilisant M62 et MinGW32 qui vous permet d'utiliser le GCC comme on l'utilise comment dire, en Linux de manière tout à fait native. Donc ce qui est intéressant quand on fait ça, parce qu'on peut aller s'amuser à modifier les paramètres soi-même, changer un tas de trucs, là je peux changer le nombre de monstres, le nombre de tirs, je peux changer la vitesse, je peux changer plein de choses. Et donc voilà, c'est beaucoup plus marrant, et puis ça permet de voir un peu comment le système a été programmé, de mettre ses doigts dedans, de jouer, de casser des trucs, changer des choses. Voilà. Je ne dis pas que le C est facile, mais ça permet quand même d'avoir une approche beaucoup plus, je vais pas dire kinésique, mais en tout cas une approche plus main dans le cambouis que simplement double-cliquer sur un exe ou faire un point slash nom de l'exécutable. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'était un peu l'état actuel du jeu. Donc moi je pense que le Space Invader je vais pas le développer beaucoup plus parce que simplement j'ai d'autres projets en tête. Et notamment j'ai un projet de jeu que j'ai envie de faire depuis 1994. J'en dirai peut-être un peu plus sur d'autres vidéos parce que voilà, j'ai encore d'autres vidéos à faire, notamment une sur les MSX2 et sur le screen 5 du MSX2 et une autre que j'aimerais faire aussi sur le portage d'un vieux jeu MSX qui s'appelait Syrian et que j'aimerais redévelopper aussi suivant le même canevas en SDL, en C. Parce que ce jeu-là, justement, assez curieusement et de manière assez amusante, implémentait des notions de scrolling horizontal, ce qui n'est absolument pas présent dans les jeux ici, mais ça peut être une belle, voilà, une belle introduction, un beau test pour gérer des scrollings horizontaux et verticaux, potentiellement, parce que c'est probablement ou peut-être quelque chose dont je pourrais avoir pour mon projet de jeu que j'aimerais développer depuis 1994. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez, en espérant ne pas avoir été trop long, ne pas avoir été trop ennuyeux, comme d'habitude. Voilà, à très bientôt.